messieurs, bonjour! Bienvenue à une autre édition de 11 Montréal, probablement la dernière en 2023. Ça faisait un moment aussi qu'on vous avait pas vu. Content de vous voir, ou du moins de savoir que vous êtes à l'écoute de ce podcast, de cette balado. Frédéric Lard avec vous en compagnie de, comme à l'habitude, le capitaine éternel, monsieur Patrice Bernier. Monsieur Bernier, bonjour! Ça va bien, Fred? Ça va, Kevin? Allô, tout le monde? Ça fait un petit bout de temps. Et puis, bon, on va en profiter Oui. pour finir l'année. On en a parlé hors d'onde, Kevin, mais capitaine éternel aussi, parce que c'est pas seulement un leader sur le terrain, dans le vestiaire, c'est un leader aussi parental. Vraiment un beau modèle. Et je fais pas ça, je fais ça en clin d'œil, mais c'est Ouais, je vais inspirant comme donner modèle merci aux parental. idées de ma femme. Fait pareil comme si c'était la mienne. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En même temps, bon, c'est un bon coéquipier. S'il y a du leadership, puis il y a d'autres qui appuient aussi. Bref, voilà, le papa de l'année 2023, le cover de Papa Magazine, Patrice Bernier. OK, et l'autre, Daddy Love, vous l'avez reconnu, Daddy Love est avec nous, Kevin Laramé. Salut, comment vas-tu, Kevin? Très bien, très bien. Je vais prendre une copie justement du Papa Magazine. Ça va m'aider beaucoup pour les prochains Oui. mois avec mon petit jeune qui apprend à marcher et apprend à kicker un petit ballon. Justement, un petit tutu de soccer que depuis les derniers jours, il s'apprend à kicker ça. Donc, il faut toujours Bon, garder un petit œil dessus. Donc, je vais prendre le conditionne. magazine Les deux exactement. Avec pieds. un ballon. Johnny Les Maris me deux disait pieds. les deux pieds, dès le Exactement. départ. Le gauche, il faut commencer avec le gauche parce qu'il y a plus d'opportunités si tu un même pas de gauche. Fait qu'on va commencer avec Probablement. le gauche, puis le droit va venir, c'est ça. Bon, ben, pour Papa Magazine, tu regarderas au bas de ton, en dessous de ton arbre aussi. Voir C'est bon. si, il y a peut-être un petit magazine qui va popper. OK, hey, c'est la finale de la MLS. Finalement, ça sera le 9 décembre, c'est samedi prochain. Si vous nous écoutez, on est enregistré le 6 décembre en matinée. Finale. C'est les deux équipes, c'est les deux plus belles équipes. Moi, je suis assez content de cette finale-là. Puis on a beaucoup parlé cette année, c'est l'année d'Apple en 2023 à MLS. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on offre à l'ensemble du monde. Il y a pas de restrictions, même si dans les marchés locaux, ça a peut-être été un peu plus difficile. La visibilité est plus grande, assurément. C'est les deux équipes, les deux plus le fun à voir. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Pat? Les deux équipes les plus agréables à regarder jouer cette année sont en finale. Oui, tu sais, je dirais que Columbus, clairement, dans le style de jeu, mais LAFC, oui, dans leur style à eux, ils sont excitants. Puis ils ont un des joueurs qui était, ben, deux joueurs, on ne va pas le cacher, dans les deux de chaque équipe, étaient potentiellement candidats à joueurs de l'année. Et donc, c'est franchement excitant. Puis LAFC, ben, il faut le faire parce qu'ils sont champions en titre, puis ils retournent. Ça n'arrive pas souvent, ça, dans n'importe quelle ligue et surtout MLS. Donc, de savoir qu'ils ont été capables de maintenir le cap après avoir été champions, chapeau à LAFC. Puis Columbus, ben, on sait, c'est toujours excitant. Il y a toujours un paquet de buts. C'est un festival offensif. C'est hallucinant. Première pour la possession, Columbus à MLS, 1 et 3 au niveau Columbus et LAFC pour les expected goals, les buts projetés cette année. Deux équipes assez offensives. En passant aussi, LAFC, on a l'impression que c'est une équipe qui joue beaucoup au ballon. Oui, ils sont bons au ballon, mais c'est une équipe qui s'est transformée en contre-attaque. Hein. Ils ont des flèches sur les côtés. Alors, il va avoir dans une certaine mesure une opposition de style aussi samedi prochain à Columbus à voir. Hey, juste, Kev, tu as vu le match contre Cincinnati? Un des bons matchs des séries éliminatoires qu'on a vu ces dernières années. Écoute, la forme physique. Columbus a mangé, à partir de la deuxième mi-temps, Columbus a mangé Cincinnati. Bon, les facteurs atténuants, le Nwobodo était blessé. Et ce qu'on comprend, il y avait un petit virus aussi dans l'ensemble de l'effectif du FC Cincinnati qui courait. Mais en même temps, ils t'ont-tu torché physiquement? Moi, en fait, avant d'y aller de ton commentaire, je voulais juste mentionner ça, puis je l'ai fait en tweet. Jules Guéguin, qui était le préparateur physique du CF Montréal l'an passé, en 2022. Montréal est revenu souvent, notamment contre Columbus, en fin de match, et d'aller chercher des points jusqu'à la toute fin. On disait, c'est l'attitude, c'est les guerriers, les gars le veulent. C'est aussi Roll et pas à crête, c'est aussi la forme physique. Si t'es capable de faire plus d'efforts que l'adversaire en fin de match, le but va venir plus facilement. Puis, juste le troisième but, là, il y avait une équipe sur le terrain, l'autre marchait, Cincinnati était prise de crampe. Le troisième but, il était inévitable en quelque sorte. Juste sur ce match-là, qu'est-ce que tu en as pensé? Sur la forme physique peut-être aussi? Non, mais je suis bien d'accord. Puis justement, plus le match avance, plus le match se joue en fin de match ou en temps supplémentaire, plus les marges entre la victoire et la défaite sont petites et plus ce que j'appelle les influenceurs d'un match, donc la forme physique, tactique, même seulement un joueur qui a la motivation, certainement des fois aussi. Et Columbus, cette saison, une équipe qui n'a pas peur de prendre des risques. Et je pense que c'est là qu'on voit aussi le résultat de cette mentalité-là de on va y aller, on joue un jeu
positif. On connaît Wilfried Nancy avec le CF Montréal, un jeu qui est vers l'avant, positif. Des fois, on sacrifie un petit peu l'arrière pour pouvoir se donner une chance de plus vers l'avant, un deuxième effort. Et c'est ce qu'on a vu durant les séries, c'est ce qu'on a vu durant la saison. Ils se sont fait brûler quelques fois, Columbus, cette saison aussi, justement, Il a par failli ce se faire brûler désir aussi d'aller contre vers l'avant. Cincinnati. Exactement, à cause de ce désir d'aller vers l'avant. Mais à la fin, je pense qu'il y a justice et je pense qu'aussi avec le format des séries cette saison, il y a justice envers les favoris cette saison ou les bonnes équipes. C'est pas nécessairement les meilleures équipes qui finissent premier. Oui, Cincinnati était très bonne comme équipe au début de la saison, mais si on regarde mi-saison jusqu'à la fin de la saison, était dans deuxième moitié des équipes. Kansas City, la meilleure équipe de fin de saison, mais si on regarde justement Cincinnati, était à la traîne un peu en arrivant des séries. Et c'est ce qu'on a vu dans ce match, même s'il y avait l'ascendant, ils ont poussé beaucoup en fin de match, le manque de forme physique et peut-être aussi la mentalité des défaites des derniers mois est venue hanter un peu Columbus. Et je pense que le hell is real, la rivalité, la réalité de cette rivalité a aussi influencé en fin de match. Et les joueurs talentueux ont souvent l'influence sur un moment et comme on peut voir, Cucho l'a influencé ce moment aussi dans cette rivalité. Top, assurément. OK. Pat, je veux juste faire ça parce qu'il y a des objecteurs de conscience ici à Montréal, parce que c'est une finale toute québécoise, ou du moins très québécoise. Ça, c'est très, très, très chouette. D'ailleurs, on va faire la plug tout de suite. C'est à RDS, le match. Hein. Il n'est pas sur Apple TV en français. Il est à RDS en français. Alors, allez voir de ce côté-là. Pat, j'allais dire objecteur de conscience parce que c'est Wilfried Nancy. Il y a des gens qui sont encore remontés. On en a amplement parlé, puis c'est correct. Mais je veux juste déboulonner certains trucs parce que je pense qu'il mérite seulement des fleurs à ce moment-ci, du moins à la veille de la finale. Je pense qu'il mérite seulement des fleurs, Wilfried Nancy. D'abord, là, il y a des gens qui vont dire son choix de Mo Farsi sur la droite. OK, Gressel est un meilleur joueur que Mo Farsi, probablement, mais le match, puis cette équipe-là de Columbus avait besoin d'un profil comme Mo Farsi plutôt que Gressel, non? C'est le bon choix. C'est là que c'est intéressant, c'est que tu puis je pense que l'an passionné, Julian Gressel, peut-être il est libre parce que lui, son contrat est fini. Fait que peut-être que ces genres de choses-là font que je vais peut-être je vais pas vouloir rester à Columbus parce que je ne serai pas nécessairement un premier choix. Ça fait quelques semaines que je texte Pat aussi, mais au début des séries, j'ai dit Gressel, il va être dispo. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, j'essaierai de le convaincre. Mais franchement, tu l'as dit, c'est que là, tu sens que, écoute, tu affrontes Barréal de l'autre côté, qui est considéré comme le meilleur piston latéral gauche dans la Ligue cette saison. Ils ont beaucoup de puissance. Parce que l'autre bord, tu avais Alvas Powell. Puis moi, le choix, quand il l'a fait, je dis, oh, bon choix, parce que Gressel, c'est quand même un très bon joueur qui a de l'expérience puis qui a aussi gagné la Coupe. Ouais. Et là, tu vas avec Mo Farsi, c'est parce que tu dis, ben, j'ai confiance en lui, puis je sais ce qu'il va m'apporter dans ce match-là. Puis peut-être Gressel sera ma carte cachée quand j'aurai de la fatigue. Et comme de fait, ben, les centres viennent de Gressel à la fin, mais Mo Farsi est rentré. Puis ça te dit qu'il est capable de faire ce choix-là. Pas à cause que Gressel est arrivé et qu'on a fait l'échange que c'est un garantie qu'il est partant, peu importe. Et ça, c'était très fort, mais ça démontre aussi la confiance qu'il a en Mo Farsi et la confiance que Mo Farsi a démontré jusqu'au moins à la moitié de saison avant que Julian Gressel arrive à droite. Et parce qu'on parlait de Mo Farsi en étant un des meilleurs à son poste cette saison. Là. MLS Next Pro, visiblement, ça a payé sa saison dans l'équipe réserve du coup de Columbus, Mo Farsi. En fait, juste pour expliquer, est-ce que j'ai raison de dire ça? Peut-être par oui ou non, on va pas s'étendre là-dessus, mais tactiquement, Farsi est choisi devant Gressel par Wilfried Nancy parce que tu as besoin... Cucho Hernandez, c'est pas un attaquant qui reste devant et qui va faire les courses nécessairement derrière. Tu as besoin de courses derrière la défense, tu as besoin de courses vers l'avant, tu as besoin de monde dans la surface. Farsi, Rossi va faire ça aussi. Puis Cucho, puis Matane sont un peu plus libres aussi. Alors, tu as besoin de monde dans la surface que Gressel ne ferait pas. Gressel resterait un peu plus... serait en service, mais pour personne dans la surface, non? C'est ça? Oui, ben, je pense qu'au niveau de volume, Farsi est capable de répéter les efforts peut-être encore plus que Gressel. Il faut de revenir aussi à sa position et d'apporter de la vitesse. Que Gressel, c'est plus un passeur. C'est un gars qui aime avoir le ballon au pied, puis de combiner, puis de mettre des très bons centres. Tandis que là, Farsi t'apportait de la vitesse, de l'athlétisme. Et dans la façon qu'ils aiment jouer, Columbus, c'est de jouer au milieu, c'est d'avoir le ballon, puis d'utiliser les ailes pour la vitesse. Et ça, ça a été un bon choix de Wilfried Nancy. Certains vont dire, ouais, ben c'est Gressel qui a fait les deux passes. Oui, parce que Mo Farsi a fait son travail pendant 75 minutes. Et Gressel est devenu une pièce importante parce qu'il perdait 2-0. Kevin, l'autre chose, là.
Ah oui, mais Ouais. attends, je veux juste t'amener sur une autre affaire. L'autre affaire que les gens disent, c'est que, ouais, avec l'effectif qu'il y a, c'est normal qu'il soit en finale, Wilfried Nancy. Écoute, c'est sûr que tu as Diego Rossi qui a remplacé poste pour poste Lucas Zelarayan. Il y a deux choses. Est-ce que Rossi, moi, j'ai pas trouvé que Rossi a été extraordinaire dans ces séries aussi. C'est un bon joueur, puis il y a quand même les statistiques qui le prouvent, le 2 buts, 3 passes. Moi, je l'ai pas trouvé flamboyant. Je me dis que Zelarayan, peut-être, si on changeait, il serait peut-être meilleur en ce moment que Zelarayan parce qu'il est peut-être plus habitué. Mais en même temps, c'est débattable, puis je sais que j'ai peut-être pas raison. Mais en même temps, le cash qu'ils ont fait pour Zelarayan, ils l'ont remis direct dans Rossi. Il y en a d'autres, je connais d'autres équipes qui ont vendu des joueurs, mettons à Watford ou encore dans le championnat écossais ou encore ailleurs, puis cet argent-là, on a de la difficulté à voir est où dans l'effectif l'argent aussi. Est-il dans les poches propriétaires ou est dans l'effectif aussi? Bref, j'entends là-dessus. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est un can't miss? Est-ce que tu peux pas rater avec le genre d'effectif que le crew a? Oui, mais d'un certain sens aussi, on l'a vu évoluer avec la présence de Wilfried Nancy, avec ses demandes côté effectif, avec le style de jeu qu'il veut avoir. Il y a eu certaines transitions. Il y a eu justement le départ de Zelarayan, l'opportunité de monnayer Zelarayan, de faire venir Diego Rossi, de le convaincre de revenir à MLS, de passer par rapport à toutes les tractations budgétaires côté joueurs d'acquisition et tout qu'il y a à MLS par rapport au contrat de Diego Rossi. Mais je pense qu'il y a aussi changer la manière que les joueurs qu'on a et qui sont présents pour ajuster son identité de jeu. Wilfried Nancy s'est moulé un peu avec les joueurs qu'il avait et ça a donné qu'avec l'identité de jeu qu'il avait avec le CF Montréal, ça moulait bien avec déjà la base qu'il avait à Columbus. Il a mis cette base, il les a apportés plus loin. Si on regarde avec LAFC, on peut dire la même chose de Cherundolo aussi, qui il y a quelques années est arrivé. Il y avait justement Vela dans son prime avec LAFC et toute cette équipe qui a gagné l'équipe l'année dernière. Ça a un peu été un cadeau qui a été donné à Cherundolo. Il a bien moulé ce cadeau. Il est capable de ne pas trop déranger la baraque, donc ça n'a pas pris feu. Je pense que justement, du côté de Columbus, c'est un peu pas nécessairement s'ajuster avec l'effectif qu'on a, mais aussi de penser au futur, justement. L'année prochaine, Rossi va être là. Dans 2 ans, Zelarayan avait passé à autre chose. On a monnayé, on a fait beaucoup avec Zelarayan et justement, présentement, on peut regarder avec le futur. Ben, le futur est présentement avec possiblement une Coupe MLS, mais aussi avec l'année prochaine un effectif qui va être de qualité et qui va de compétitionner comme cette saison. Oui, Pat, pendant que Kevin pense au cadeau de Noël aussi, vas-y. Cherundolo qui C'est parce que module son cadeau. à la fin, c'est sûr, la question est, ouais, est-ce que c'est son effectif qui fait qu'il gagne ou est-ce que c'est Wilfried Nancy? Puis là, je vais vous poser la question à les gens qui nous écoutent, c'est que, ben, quand il est à Montréal, effectif jeune, tu peux les mouler, les jeunes, un peu plus facilement parce que les vétérans, il faut que tu casses beaucoup d'années d'une façon de faire. Et puis là, Il l'a dit lui-même, hein? Il a dit il faut qu'il désapprenne des choses. oui, Puis, tu sais, des fois, ça peut sembler de manquer de respect à l'entraîneur précédent ou les autres, mais il y mais a non, cette c'est juste idée-là. parce que tu as ta façon de faire jouer. Puis est-ce que Darlington Nagbe, même si c'est un excellent joueur, va vouloir jouer comme je veux? Est-ce que Lucas Zelarayan, au départ, va vouloir que je structure des choses, dire hey, tu n'auras pas la même liberté. Je vais voir que tu t'exprimes, mais je ne te donnerai pas la même liberté. Puis, oublions pas, même s'ils ont perdu Lucas Zelarayan, c'était peut-être pas un mal pour un bien parce que Cucho Hernandez, ben depuis que Lucas Zelarayan est parti, Cucho Hernandez est monté en puissance. Il a marqué les buts. Il est devenu l'homme providentiel à l'attaque. Il faisait des passes décisives, mais tous les buts, c'était Lucas Zelarayan qui les marquait. Et là, là, on a comme trouvé le role player qui permettait à Cucho Hernandez d'être plus libre. Donc, moi, je trouve que c'est plus dur pour un entraîneur d'avoir un effectif avec plus de vétérans et de convaincre de jouer de cette façon-là et de le faire et de ne pas avoir, puis de le faire, ou ce que je dirais au début de saison, ça a répondu rapidement. Moi, je m'attendais que peut-être ça allait prendre des matchs. Puis là, je ne vais pas vous cacher, j'ai déjà parlé à Wilfried Nancy de ça. Et il me l'a dit au début, c'était du ping-pong. Il n'était pas tout à fait complètement content parce que les joueurs faisaient des choses que, oui, leur vécu de football ou le coach d'avant leur avait montré qu'ils impliquaient puis que là, lui voulait temporiser, calmer, comme il faisait à Montréal. Ça a pris du temps, puis maintenant, ben, regardez cette équipe-là, elle est vraiment bonne. Donc, je lui donne à Wilfried Nancy, c'était pas évident. Puis une des choses que j'avais dit quand j'ai travaillé avec vous autres, c'était là, il travaille avec des jeunes. J'aimerais savoir si avec des vieux, il pourrait faire la même affaire. Et là, t'as raison. T'as raison, il l'a fait, puis ils ont acheté tout ça. Cucho a acheté le concept. Ça m'a fait penser,
Cette affaire-là, Rossi, on prend l'argent de Zellerian pour le remettre direct dans Rossi aussi. On est allé chercher des joueurs dans la fin des transferts. On a attendu la fin des transferts, mais en même temps, on a embrayé cet été aussi. On a cherché un Gressel, puis on en a cherché notamment Camacho. On en a parlé, là. Ils auraient pu attendre puis se garder ce 400 000-là dans les poches. Ils sont allés le chercher tout de suite. Camacho, ils auraient pu l'avoir en janvier, dans une certaine mesure. Mais ils ont insisté parce qu'ils ont dit il faut battre le fer pendant qu'il est chaud aussi à Columbus. J'y croyais pas. C'est un concept un peu de marde qui traverse les médias sportifs. Mais écoute, c'est en train de me revenir, puis je suis en train de réembrasser ce concept-là. Est-ce que ça existe, une fenêtre d'opportunité? Ou en fait, moi, de plus en plus, c'est que quand tu as moindrement la chance, quand tu es top 3 dans ta ligue, en way, parce que l'an passé, en 2022, c'était des choses qu'on se reprochait mutuellement entre le Wilfrid Nancy et l'état-major. C'est-à-dire qu'on est arrivé au milieu de l'année, on y croyait pas vraiment, on est dans un truc de progression. Même M. Saputo lui-même a dit à la fin de l'année, il s'en est excusé. Gabriel Gévin l'a confirmé, il dit « Je croyais pas en vous, les gars, mais je suis désolé, j'aurais dû croire en vous. » Quand tu es bien placé, dépense visiblement parce que ça ne reviendra pas peut-être l'an prochain, puis ça ne reviendra pas dans 3 ans. C'était pas. On a beau parler de phase de développement, là, je pense qu'il doit en avoir une, mais la fenêtre d'opportunité, ce concept-là revient quand même. Pat? Oui, ben, tu le dis, tu as 3 choix que tu as faits qui ont rendu ton équipe, je veux dire, plus forte. Tu débarrasses Lucas Zellerian. Oui, OK, c'est un excellent joueur, mais il a 32 ans, puis tu as réussi à avoir 3 millions pour lui. Puis tu le remplaces par un joueur qui était un ancien MVP de la Ligue, qui est plus jeune, donc potentiellement va peut-être rester chez toi 3 ou 4 années, parce que Diego Rossi, il me semble, c'est 25-26 ans qu'il a. Et là, tu es allé chercher Julian Gressel, c'est une acquisition dans la Ligue, qui est un joueur qui peut jouer polyvalent à plusieurs sauces. Et tu es allé chercher Rudy Camacho parce qu'on sait depuis le début de l'année, leur plus gros problème, c'était de trouver quelqu'un dans l'axe de la défense qui pouvait contrôler, temporiser, parce qu'ils n'avaient pas ce joueur-là. Et Rudy Camacho, ben, ils ont fait l'échange pour. Tu as dit, il aurait pu dire attendre, ben, on va voir l'année prochaine, peut-être qu'on pourra le rendre, il va arriver peut-être gratis, on verra ce qui se passe avec Montréal. Mais non, ils sont allés le voir prendre maintenant. Puis Rudy Camacho, regardez les derniers matchs, là, parce qu'au début, c'était difficile, puis tu l'as dit, il a fallu réapprendre à Rudy comment jouer de la manière à Wilfrid Nancy. Et là, les derniers matchs, ben, sa présence en défense centrale, on le voit là. Il a beaucoup d'assurance, pas juste balle au pied, de calmer les autres, d'être là, parce que tu as un Moreira qui est super bon, mais qui est offensif. Et tu as un autre côté, tu as Zelensky et j'ai oublié ce que le nom, Amundsen, qui sont 2 jeunes joueurs qui, eux autres, là, tu as le gars ben, qui connaît le système, puis qui joue bien, puis qui est au bon moment dans sa carrière, puis qui t'apporte le plus que tu avais besoin, parce qu'il le démontrait. La défensive, c'était un problème sur les contre-attaques. Et là, à la fin de saison, tu as prouvé que Rudy Camacho a monté en puissance. Et maintenant, ben, ta défensive est beaucoup plus costaud qu'elle était il y a des mois en pleine saison. On parle de Cucho depuis tout à l'heure, Kev. Si, parce que là, le titre de joueur par excellence va être donné par rapport au match, à la finale. Mais s'il y avait au hockey, on dirait Conn Smythe, un joueur par excellence des séries au complet aussi, ce qu'on voit pas en MS, ce qu'on voit pas en soccer. Il y en a 2 qui se détachent, Cucho et Bouanga. Ton choix, c'est quoi? Mon choix serait Cucho. Parce qu'on peut voir justement à l'écran un petit tableau que j'ai préparé. Les 2 locomotives offensives, Denis Bouanga, 4 buts, 9 tirs cadrés. Mais vraiment, Cucho se démarque, selon moi, avec le nombre de fois qu'il peut mettre le cuir sur le cadre. 39 tirs à tenter, 14 tirs cadrés, 4 buts, 2 aides. Et aussi, met ses partenaire en position d'être influenceur dans son jeu, le trouver dans la boîte, mais aussi de bien jouer ensemble. Et Columbus a une certaine manière de jouer qui, vraiment, je dirais, alimente Cucho, mais le fait ressortir du lot de manière qui est surprenante. Et je pense qu'à l'avoir vu jouer quelques fois en personne cette saison, je pense que Cucho va trouver les moyens d'être le point d'ancrage de cette équipe, de trouver la façon d'être influenceur dans la boîte et de trouver la fond du filet. Et je pense que le joueur, entre ces 2 joueurs, qui réussit à trouver le fond du filet dans ce match-là, va mettre son équipe dans les confettis. C'est peut-être un cliché, c'est peut-être facile à dire, mais souvent, dans les grands moments, les grands joueurs doivent se lever. On l'a vu avec le LAFC dans le passé. Des fois, il y a eu besoin de penalties, mais si on regarde justement avec Columbus cette saison, je pense que l'habitude de ne pas avoir peur de prendre des risques
va changer cette fameuse narrative que dans la finale, c'est un jeu défensif, on prend pas de chance, on a la peur de perdre. Mais tout au long de la saison, Columbus a été une mentalité d'y aller vers l'avant. Et ils vont y aller vers l'avant, vont trouver le moyen de trouver une brèche. Et tu parlais plutôt dans l'émission, Frédéric, le Stars Makes Fight, un peu les deux styles des équipes. Et je pense que c'est ça qui va faire une grosse différence. L'équipe qui va vers l'avant va être vraiment, je pense, réconfortée d'avoir une brèche, de trouver le fond du filet. Et l'équipe qui essaie de trouver la contre-attaque n'aura peut-être pas son opportunité. Donc, Columbus, selon moi, va avoir l'avantage et Cucho gagnerait le Conley Smythe de la MLS. Je connais pas de la MLS. Moi, j'ai Bouanga. Pat, toi, t'as Cucho ou Bouanga? Toi, te connaissant, t'es plus Cucho dans ta fibre. Mais si t'avais à choisir. Ouais, mais si les deux sont, tu sais, je pense qu'ils ont un peu je vais pas dire le même style, mais ils sont capables d'apporter, ils ont beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse. Parce que Bouanga s'est créé. En fait, Bouanga a été plus incisif. Il y a eu moins d'occasions, probablement. Il faudra que je vérifie les stats, mais à l'œil, ça se mesure. Oui, Bouanga, il y a eu une petite occasion, il a tué le match. Oui, mais pour moi. Cucho a eu plusieurs occasions, ça a été plus compliqué. Ouais, mais non, pour moi, Denis Bouanga, si je dois choisir un que je sens qui peut faire basculer le match à lui tout seul, j'ai un penchant pour Denis Bouanga. Parce que je l'ai regardé toute la saison. Puis, n'oublions pas, Ligue des champions aussi. Puis, regarde dans le match Houston, si vous l'avez bien regardé, il y a un moment donné, là, hey, il part, il prend 3-4 joueurs. Même qu'il y avait faute, il aurait pu tomber, il aurait eu une faute, il a continué. Ce gars-là, il procure des occasions de rien. Puis, tu l'as mentionné, LAFC, c'est pas aussi stylé que c'était dans l'ère Bob Bradley. Non. C'est pas aussi alléchant, c'est pas aussi axé sur la possession. C'est beaucoup de transition rapide. On profite de Vela qui vient entre les lignes, mais c'est Bouanga. Oliveira, de l'autre bord, hein? Si vous ne l'avez pas vu jouer, là, Oliveira, c'est une fusée à droite, là. C'est le pendant de Denis Bouanga, même plus vite. Et c'est pas peu dire. Parce que Bouanga, il est rapide comme l'éclair. Tout à fait. Donc, ça va être intéressant parce que là, on a le clash de Columbus qui a un style très posé, affirmé, on possède, on domine. LAFC, eux autres, sont un peu hybrides. Contre Vancouver, ils ont dominé, mais là, Seattle, Houston, ils se sont fait dominer, puis pourtant, on créé beaucoup d'occasions. Ils sont capables d'encaisser. Puis ce que j'aimais, j'écoutais le match, il disait, bien justement, Cherundolo, il a dit, ce que je voulais que cette équipe-là améliore, c'est d'être capable d'absorber, de ne pas toujours avoir à dominer, puis d'être capable de partir sur le compte. Puis tu l'as dit, quand tu as deux flèches comme ça, dont une est capable de créer des chances, donc faire marquer, et il a été soulier d'or, si je me rappelle bien, de Bouanga, donc c'est pas pour rien. Yes. Ça va être vraiment intéressant, Columbus, LAFC. Golden Godass. Parce que, ouais, et Columbus va dominer le jeu, mais Columbus a quand même des moments de faiblesse qui sont contre les équipes comme Philadelphie, qui comptent vite. Puis là, tu as Denis Bouanga, qui, lui, ben, ça ne va pas y en prendre 4 occasions pour marquer. Donc, ça va vraiment être un beau match de rapport de force de deux styles, ou du moins un plus hybride, mais capable de contrer. Puis l'autre, on sait, les autres, on veut dominer le ballon, on a le ballon, on veut être courageux, on va vers l'avant, peu importe ce qui arrive. OK, mais là, on est rendu là, dans le fond. Là. Je vais me garder pour la fin, mais on va y aller tout de suite. Votre choix pour la finale. Moi, Columbus. Toi, t'as vendu la Columbus? Ouais. Columbus. Les deux? Ah, moi, je prends LAFC. Écoute, puis j'hésite, là. Ça va être une belle finale, puis je suis très content, puis j'aimerais ça Columbus parce que, puis en même temps, j'aimerais autant ça pour Wilfried que pour Max Crépeau, et Marc, aussi Marc Dos Santos. Ouais. Mais ce qui me fait peur, puis Wilfried Nancy dirait c'est notre style, puis c'est ça, on assume, puis c'est comme ça, mais ils ont encaissé Columbus, puis là, si tu encaisses, premièrement, ce que tu as dit, ils sont beaucoup plus incisifs, le LAFC. Quand il va avoir des chances, ça va marquer plus rapidement, du moins de façon plus sûre. Puis, écoute, c'est ça, ils sont... C'est une autre strate, là, le LAFC, puis ils vont faire payer cash les erreurs qu'ils ont continué à faire à Columbus durant cette séquence. La seule chose... J'ai peur de LFC, mais je vais rajouter que Columbus joue à domicile. Ouais. Et Columbus, à domicile, les amis, si je vous donne les statistiques par mi-temps, okay, Columbus, là, c'est 23 buts pour, 5 buts contre dans la première mi-temps. 18 buts pour, 19 buts contre dans la deuxième mi-temps. Donc, à domicile, ils ne sont pas pareils qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il y en encaisse des buts. Donc, c'est ce facteur-là aussi que je prends pour compte, qu'ils sont très bons chez eux, ils savent qu'ils sont. Deuxièmement,
c'est le facteur d'un peu de rareté. C'est que ces équipes-là ne s'affrontent pas régulièrement la saison. C'est Cincinnati, Columbus, c'était la troisième fois. Ils se connaissent. Ouais. Festival, ils se connaissent. C'est assez Là, eux autres, ils savent qui Columbus sont, mais ils n'ont pas affronté l'année. Là, ils vont voir Columbus qui, enchaîner les passes, puis Columbus a fait reculer toutes les équipes cette année. Tu t'appelles Atlanta, Cincinnati, ils les ont toutes fait reculer. Là, est-ce que LAFC est capable d'encaisser aussi bien que Philadelphie et d'autres qui l'ont bien fait par moment? Mais pour 90 minutes, c'est là que je ne suis pas certain que LAFC peut durer avec un Vela qui ne défend pas. Et puis, un gars qui est super à offensif, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur défendeur. Et là, tu n'auras vraiment pas le ballon d'une façon que Columbus présente que d'autres ne font pas dans la ligue. Tu mets qui à droite? Parce que là, ça va être un point d'analyse. Puis s'ils perdent, ils vont dire il aurait dû mettre Gressel ou il aurait dû mettre Farsi. Farsi ou Gressel à droite parce que t'es dans le couloir de Bouanga aussi. Puis il y a Moreira qui va vers l'avant. Tu fais qui? C'est ce côté-là qui va être intéressant de voir ce que... Parce que Gressel, ça va aller vite pour lui aussi s'il va sur le côté droit. C'est de savoir que tu as Moreira qui est là, qui va sûrement avoir une tâche de dire quand Bouanga part, peu importe que c'est Farsi ou Gressel, il faut que tu arrives à le ralentir ou le stopper. Mais maintenant, parce que là, est-ce que Wilfried sait qu'il va avoir une majorité du ballon? Donc, je vais y aller avec Gressel, qui est peut-être un meilleur passeur que Mo Farsi, puis qui a cette capacité de centre. Ou tu veux y aller dire, peut-être je vais me faire prendre sur le compte, puis j'ai un Mo Farsi qui est peut-être aussi rapide, ou du moins qui rentre dans les mêmes corpulences de rapidité. Moi, je pense que ça va être Gressel, parce qu'on va avoir le ballon, on va vouloir être méticuleux et très détaillé. Ça, c'est mon opinion, parce que ce ne sera pas Cincinnati ou ce que c'est Barréal. C'est Bouanga, Wilfried Nancy va dire, moi, je vais vous proposer des problèmes. Fait que Bouanga va devoir défendre. Donc, moi, je veux Gressel, qui est bon avec le ballon, on le conserve, puis qu'on fasse défendre. Ça, c'est mon idée. Hein. Intéressant. Tu ne joues pas contre, c'est ça, tu poses des problèmes à l'adversaire. Oui. Kev, donc, en fait, si je résume, j'ai 2 Columbus puis 1 LAFC pour cette finale. Kev, si tu avais, parce qu'on a fait les stades cette année, si tu avais les gens qui sont à la maison, là, c'est sûr que la finale est à Columbus, mais si tu avais à choisir un stade, si tu avais l'an prochain, là, si je me paye un billet, je me paye un voyage en MLS. Dans quel stade je vais? Celui de Columbus, celui de LAFC? Oh, c'est intéressant parce qu'on a fait justement les deux. Les deux sont top, hein? Oui, les deux sont top. Honnêtement, j'ai mieux aimé Columbus. Je pense que Columbus, la manière que c'est bâti, c'est un peu plus chaleureux, c'est un petit peu moins métal. J'ai un peu déçu par... oui, c'est le beau LA. Il y a un jacuzzi, c'est LA. Tu vois, au loin, tu vois le Hollywood sign. C'est le fun, mais Columbus... Je trouvais que c'était un petit peu mieux. Puis honnêtement, le Club Lounge à Columbus, c'est ce qu'on voit pas à l'écran dans le stade. Puis aussi l'endroit où les partisans peuvent manger dans le Club Lounge avant d'aller voir un match à Columbus, c'était vraiment beau. J'ai vraiment trouvé ça cool. Ouais, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. T'es plus près de l'action à Columbus, l'angle des partisans, l'atmosphère, j'ai trouvé ça de l'ambiance, j'ai trouvé ça mieux à Columbus qu'à LA. À LA, il y a toujours un petit peu de c'est plus cool, on est sur la côte ouest. En tout cas, je trouve que Columbus est peut-être un petit peu plus chaleureux. Ça reste LA. Puis attention, le jacuzzi, là, je veux juste mettre un astérisque là, à propos du jacuzzi. Pas vraiment un jacuzzi, là. C'est un 30 pieds. Pâte aux joueurs. Ouais, c'est comme plus exactement une pâte aux joueurs. C'est de l'eau, c'est bien, mais je suis pas sûr que c'est utile. C'est peut-être c'est tes sous, tu te jettes là-dedans parce que t'es sous, mais c'est pas parce que tu t'en vas là pour regarder le puis, non, c'est ça. Puis entre puis moi, je boirais pas l'eau nécessairement aussi. Hein? Je ferais attention. Non, je voudrais pas voir l'analyse de l'eau. Qu'est-ce qui contient dans ça là? Je voudrais surtout pas voir ça. En même temps, tu as l'aigle avant, ça, puis tu as tout le temps aussi, c'était d'ailleurs une finale, tu as tout le temps aussi plein de vedettes aussi. C'est très LA, justement. C'est moi, tu vu LA, souvent. Puis c'est bien transposé dans le stade. Vas-y, Kev. Russell Westbrook qui a peur de sa vie avec. Il essayait de retenir le faucon, justement, contre Vancouver avec. Ça, c'est drôle. Russell Westbrook et le faucon. Je veux pas aller plus loin sans parler de Max Crépeau, qui a été hallucinant dans la dernière game. Hein. C'est vraiment, dans le dernier match, en fait, c'est pas le dernier match, c'est le match contre... voyons, je suis comme un blanc. Seattle. Seattle, c'est ça, oui, contre Seattle. Écoute, il a été hallucinant, mais je me rappelle même plus contre qui. Non, il était vraiment très bon. Ce qu'il a fait cette année, de revenir, rappelez-vous ça, écoute, sa blessure dégueulasse, avec la jambe qui pendait aussi. Je sais que c'est une année pas facile quand même pour Max Crépeau parce que tu reviens, t'es tout seul aussi, t'es pas avec ton équipe, tu rapprends à marcher, après ça tu rapprends à courir, puis après ça tu réapprends
à exploser puis à prendre le rythme aussi. C'est pas quelque chose qui se fait en 3 secondes. C'est peut-être, mais Pat, tu sauras nous le dire, mais pour un joueur professionnel, c'est peut-être l'affaire la plus difficile à faire dans ta carrière. Crépeau est revenu top. Vraiment, salut Max. Je salue Max. Là, j'ai un côté, bon, on le connaît, puis c'est un ami aussi, donc il y a ce côté-là qui est plus. Mais franchement, la blessure qu'il a, l'année dernière, quand on l'a vu, on dit, tout le monde s'est dit la même question. Est-ce qu'il va revenir être le même joueur? Puis chapeau à lui parce qu'il a bossé, il a été sur le banc. Quand on lui a donné l'opportunité, il a saisi et là, il monte en puissance au bon moment. Et surtout, pour lui, contractuellement, bien, il faut qu'il prouve que, hey, je suis le même gars que l'année passée ou peut-être même meilleur parce que ça m'a rendu plus fort mentalement puis je peux être un difference maker de ce qu'on a fait. On a été les chercher à Vancouver pour dire on a besoin de quelqu'un en arrière qui est bon avec les pieds, mais qui peut faire les allées-clés. Puis il l'a fait à Seattle. Il finit la saison en grande force et même, il titille la conversation à dire est-ce que c'est temps, l'équipe nationale canadienne, de donner faire un passage et d'aller avec qui va être le futur de cette équipe-là, qui est Maxime Crépeau présentement. Vous pouvez parler de Sinclair comme vous voulez, mais Maxime Crépeau démontre bien, à son âge, il est prêt à être numéro 1 LFC et numéro 1 potentiellement pour l'équipe nationale canadienne. Moi, je vais juste faire mon riff sur Maxime Crépeau, 3 choses, puis Kev t'enchaînera si tu veux après. 3 choses. On nous a toujours dit à l'époque, dans la première cohorte des gens de l'Académie, que c'était le plus talentueux. Puis ça a été difficile, on lui a pas donné beaucoup de chance, en fait, parce que c'est difficile aussi de donner des chances à un gardien. Je me rappelle d'un match contre les Red Bulls de New York où il avait accordé 4 buts, puis les gens se disaient il fera jamais, il est pas bon, Max Crépeau. Il faut avoir de la patience, ce qu'on n'a pas eu à Montréal, malheureusement. C'est un leader. Je pense, puis pour avoir parlé aux gens du club autour du LAFC, puis pour l'avoir vu notamment avec Will Ferrell aussi, puis sa façon, puis on l'a eu sur le podcast aussi, la façon de s'exprimer, la façon de s'engager à travers son équipe. C'est un leader, puis c'est quelqu'un, je suis presque sûr que tu veux avoir dans ton vestiaire. Tu sais, on en a parlé avec Diego Rossi, Wilfried Nancy insistait en disant, on était chercher un joueur désigné, mais on a aussi fait nos devoirs par rapport à la personne que c'était. C'est pas seulement un bon joueur désigné. Regarde Shaqiri qui est en train de pourrir le vestiaire à Chicago ou d'autres vestiaires. C'est pas parce que tu vaux 8 millions que tu es peut-être au niveau de la personnalité ce qu'il faut pour une équipe. Puis, autre affaire que les gens disent souvent, c'est de la faute à Rémi Garde et Joël Batz si on l'a pas. Moi, je pense pas que c'est de la faute, entre autres. Ils doivent pas boire la tasse pour le fait que Maxime est passé ailleurs. Je pense que il y a une évaluation. On a eu amplement le temps de l'évaluer, Maxime Crépeau, puis on a peut-être abandonné un peu vite de son côté. Mais bon, en même temps, avec des si on mettrait Paris en bouteille, sa carrière va bien, puis tant mieux, tout a bien tourné. Alors, pas nécessairement de revenir sur le passé. Puis, en même temps, en restant à Montréal, c'est pas sûr aussi qu'il fait la même carrière dans tout ça, Maxime Crépeau. Ben, salut Max là-dessus pour ces super séries éliminatoires dans des circonstances. On en a parlé, hein. Il y a Jean-Libre, il n'y a plus de contrat à la fin de la saison. Pat, ça, c'est une pression supplémentaire. T'es dans le... Lui, c'est lourd à porter. Une course contre la montre, c'était il faut que je revienne. Il faut que je démontre que je suis bon déjà sportivement, mais en même temps, mon gagne-pain, il faut que je prouve que je suis un numéro 1, que ce soit pour LFC ou du moins pour un message au reste de la Ligue que voilà, j'existe toujours, puis je l'ai fait. Puis là, franchement, le timing, il est excellent et ça démontre sa force de caractère, son acharnement à se mettre au boulot pour revenir à ce niveau-là maintenant. C'est bravo à lui. Puis oui, tu l'as dit, c'est un bon vivant, puis qu'il a vraiment mûri au niveau d'être leader dans son équipe depuis son temps à Vancouver et maintenant à LFC. Puis regardez, il a été super bon. Il a monté au FC Montréal. Il a passé une bonne année. Puis après ça, il a donné des occasions aussi. Je regarde juste de l'autre côté, il y a Patrick Schulte, qui était le meilleur gardien de la MLS Next Pro. Puis cette année, c'est gardien de l'équipe qui s'en va en finale dans l'Est aussi. Ça sert en partie à ça, la MLS Next Pro, faire jouer des joueurs de proximité, faire monter en son sein un joueur qui est bon. Kev, veux-tu finir là-dessus ou on passe au format des séries? Alors, format de série, je pense que j'ai plus une bonne opinion là-dessus, je pense. Ben c'est ça. Là, puis, ça va être un peu long, là, mais ceux qui nous écoutent, là, on fera une pause dans quelques instants. Vous nous écouterez en 2 shots. Vous vous rendrez avec ça. Ça fera 2 podcasts comme en finale. En fait, vers la finale samedi prochain. T'as-tu aimé ça, le format des séries? Pouce en haut, pouce en bas, pouce dans le milieu?
Mon fils fait ça aussi. Pas- Il y a ça Ouais, ou pas ça. que ça. Mais moi, je vais dire comme ça parce que justement, ce que j'ai aimé, c'est que ça a valorisé un peu la saison régulière. Parce qu'on a vu justement les équipes qui étaient non seulement bien avec une bonne tête de série, pas seulement les équipes qui étaient bien classées, mais aussi les équipes qui ont bien joué. Les équipes qui ont su naviguer à travers le calendrier de la Leagues Cup, de la Ligue des champions, la saison régulière, ont quand même bien performé durant les séries. Autant les Columbus, Seattle, Cincinnati, même Atlanta qui était meilleure équipe sur papier que certaines performances qu'ils ont eues au début de la saison. Et je ne sais pas si c'est le 2-3, je ne sais pas si c'est durant cette série 2-3 qui était statistiquement aussi cette demi-finale de conférence aussi le tour des séries éliminatoires qui a le plus de surprises, en ayant plus d'avantages pour les équipes à la maison à un match. On a vu justement moins de surprises rendues à ce niveau-là. Pas beaucoup de surprises en 2-3, donc c'est ce qu'on évite un Il y peu, a juste mais Kansas City qui a gagné dans le premier tour, qui était comme exactement. moins bien placé que l'autre. Puis éventuellement aussi, avec le temps, on voit que les miracles, c'est dur à se répéter. Donc, Columbus, pas Columbus, ou Kansas City, comme tu as mentionné, ils ont frappé leur Waterloo, c'était Houston, c'était pas Waterloo. Puis il y a d'autres choses comme ça aussi. Donc, je vois c'était un respect de la saison régulière et aussi un respect de l'investissement des équipes. On voit les équipes comme LA qui ont justement investi beaucoup, mais qui ont beaucoup investi de temps, d'efforts, de talent dans leur projet. Et ça, c'est aussi applaudi avec le résultat en série. Je pense que si j'ai aimé ça pour cette façon-là, oui, 2-3, c'est bizarre, c'est pas dans les instincts soccer, mais dans les aléas de cette ligue, je pense que c'est quelque chose qui a peut-être une place et même peut être répété pour un deuxième tour. Donc, 2 tours de 2-3, on pourrait voir ça l'année prochaine. Mais Oh, en OK. tout cas, j'ai bien aimé. Ouais, calme-toi, C'est trop, calme-toi. ça? C'est trop? Non, OK. OK, Ah, non, peut-être, Mais, peut-être. mais Non, j'aime ça, non, des non. matchs. Moi, plus de matchs, donnez-moi ça, c'est le fun. Mais en tout cas, Non, c'est le fun. mais t'as Mais raison. j'ai Puis bien ça. Apple serait content de plus de matchs. Puis la Ligue aussi, je pense, serait content. Puis ça permet dans certains marchés aussi d'avoir vraiment une fièvre des séries avec ces deux tours-là. Deux, trois petites choses. Ceux qui disent revenez au match aller-retour, c'est parce que sortez de la tête de votre cul, OK? Parce que moi, j'ai été là ces années-là où il y a eu des allers-retours. Les séries, c'était plate, OK? L'aller-retour, il n'y avait pas de match, il y avait pas de match avec autant de buts, autant d'excitation qu'on a vu cette année. Alors, le format de cette année versus le format aller-retour, le format de cette année gagne à plate couture. Le seul défaut qu'il y a, les gens, je pense, si j'ai bien senti, c'est la pause internationale qu'il y a entre le 2-3 puis les matchs à Ouais, élimination ça. directe. En même temps, on peut pas faire grand-chose. Et c'était comme ça aussi avant. Il y avait une longue pause. Puis c'est un méga problème pour la MLS. Donc, le format présentement, à mon avis, c'est le moins pire des scénarios. C'est le meilleur format dans les circonstances. Puis ça revient, si on va un peu plus loin, à des choses qu'on a déjà discutées cette année. Peut-être que la MLS gagnerait dans le futur, à moyen terme et peut-être à long terme, à s'aligner sur le calendrier international, le calendrier de toutes les autres grandes ligues, du Mexique notamment, entre autres. Et même, je vais plus dans le contre-intuitif. Si on parle de stade aussi, surtout dans le nord là, de l'Amérique du Nord, je prends Montréal, mais je prends aussi Toronto, New York aussi. On bâtit des stades, on se dit il faut un stade ouvert, il faut du gazon aussi. Est-ce que aussi, je sais que c'est contre-intuitif, je sais que c'est pas nécessairement très soccer, mais dans les circonstances, dans les changements climatiques, dans le fait justement que qu'est-ce que tu préfères, jouer dans un stade couvert en février ou jouer dans un stade ouvert à 50 degrés Celsius en juillet-août? Je pense va peut-être falloir penser à des stades fermés aussi, des stades de soccer fermés pour le nord de l'Amérique du Nord aussi. Fait que c'est ça. Voilà pour le format moi, des séries. Toi, Pat? je te dirais, aller voir ce qui se fait en Norvège, en Suède, parce qu'ils ont les mêmes conditions que nous. Hein. Ouais. Ils jouent en mars, avril, mai, mars, et jusqu'à novembre. Moi, le seul truc, c'est que c'est pas les playoffs. Je suis désolé, mais la période qu'ils ont, pour moi, mal fait, c'est la période entre la fin de la Leagues Cup, ou du moins la finalité de la Leagues Cup et la reprise du championnat. Tu as perdu 3 semaines. Moi, pour moi, il y a 2 matchs qui auraient pu être joués là, puis le championnat peut être fini plus tôt. Puis je crois que la finale, un peu à la NFL, tu as 2 semaines de pause pour la finale. Tout le monde se joue, pac! Là, tu as 2 semaines, puis la finale se joue pas parce que la fin de semaine internationale rendrait là-dedans. C'est juste que ça que je trouve que des fois, le monde sont comme ah, ben là, on est rendu où, là? Parce que là, il y avait les playoffs, une première ronde. Ah, Ouais. pause. Ah, il y a d'autres matchs. Pause. Ah, là, on est en finale d'association.
je suis perdu. Là, au moins, on aurait pu enchaîner tout puis dire, ah ouais, tout est fini. À la fin de la fin de semaine internationale, il reste la finale. Puis là, tu peux promouvoir la finale pendant 10 jours, puis que peut-être que tu peux même la faire à un endroit précis, mais je ne pense pas qu'on est rendu là encore en MLS. Ça, c'est juste ça par rapport au calendrier. Mais je dirais que le stade, oui, il faut que tu commences à penser stade avec. Moi, j'ai été en Norvège. Ils ont des chaufferettes. C'est fait. Moi, je jouais à Tromsø. Je peux vous dire, il y a plus de neige qu'ici. Puis on commence la saison là-bas en mars. Okay? Puis tu joues en novembre, puis il y a de la neige aussi au mois de novembre. Donc là, c'est juste trouver les stades modernes de comment tu gardes tes clients au chaud, le plus au confort pour les matchs. Ça, c'est la réalité. Puis, n'oublions pas, là, on parle de combien d'équipes qui vraiment ont besoin de faire ça. Là. C'est les équipes dans le nord-est. C'est vraiment juste ça. Là. Ouais. Et encore là, nord-est, on parle de certaines équipes. New England, New York. Après ça, le reste, ils peuvent jouer toute l'année sans problème. Regarde, le match va être à Columbus. Ça risque d'être fret, mais ça va être jouable. Non, puis il y a eu, rappelle-toi Kansas City, la finale Kansas City Real Salt Lake 2013. C'était une bonne finale. C'était super froid. Mais c'était une belle finale. Puis, mais c'est ça. En fait, on en a parlé aussi avec les changements climatiques. Tu as raison. Est-ce que c'est mieux de jouer à Montréal en novembre ou c'est pire de jouer à Houston en juillet aussi? Ou, tu sais. C'est ça. Est-ce que je préfère mieux trop chaud ou trop froid? Moi, je préfère mieux trop chaud que trop froid. Trop froid, je ne vais pas bouger. Mais voilà. Au moins, trop chaud, tu perds pas d'orteil. Trop chaud, tu n'as pas le reste, c'est ça. Team Canada, on se rappelle de leur match qu'ils ont joué à Hamilton. C'est des petits avantages que tu peux avoir aussi pendant l'hiver. Oui, puis on en a souvent parlé. À la limite, c'est ça. Moi, à Montréal, j'aurais juste signé des Québécois, naturellement, mais aussi des Scandinaves, peut-être, avec des grosses barbes aussi. Fait que quand tu arrives en série à Montréal, t'as juste des Vikings puis des gros poilus qui se font. Alors, tes petits Brésiliens qui sont habitués à jouer au show aussi sont intimidés par Montréal. Voilà, ça c'est ma suggestion. Voilà, plus ou moins réaliste. OK, hey, envoyez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé des séries? Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va les lire assurément, puis on va essayer de aussi revenir là-dessus. Je veux juste, avant d'aller à la pause, saluer, oui, je les ai ici, Sophie notamment et Sarah. Je sais que notamment ceux qui ont Spotify, c'est la semaine ou le mois des palmarès aussi. Les deux nous ont envoyé leur palmarès en disant que c'était le podcast qu'ils avaient écouté le plus cette saison. Merci, on plaît aux femmes aussi, hein? On est très contents. Je suis pas très surpris, mais non, c'est ça. C'est pour ça qu'on est allé te chercher, Kev, aussi. C'est parce qu'on voulait développer un marché féminin fort. La gente féminine, c'est pour développer ce côté de notre histoire, exactement. Mais quand notre joueur désigné. Parlant, c'est ça, exactement. Je suis désigné. Le joueur désigné de l'amour. On est dans le trouble. Merci. Vous avez été plusieurs cette année à le faire, à nous écouter. Écoutez, on vous prend pas. Je pense pas qu'on vous prend pour acquis, en fait. Pas moi, c'est toujours assez, quand on nous parle du podcast aussi, c'est extraordinaire de penser que vous tendez l'oreille et puis que vous aimez discuter de la messe avec nous. Alors, merci à tous ceux qui nous ont écoutés tout au long de l'année, même si ce n'est une fois ou 20 fois. Merci à Sarah et Sophie particulièrement pour leurs beaux messages. Ça nous touche beaucoup, vraiment. Et on vous souhaite, déjà nos vœux on vous souhaite une très belle année 2024, puis on vous souhaite surtout un temps des fêtes rempli là, de plaisir, d'amour et de chaleur aussi, de chaleur raisonnable aussi, parce qu'on est avec la COP qui est à Dubaï en ce moment, COP 28 qui est à Dubaï, la chaleur en tout cas. La chaleur est relative. Voilà pour le commentaire politique. OK. Je divague, on fait une pause. Au retour, on parle du CF Montréal. De retour sur les ondes de 11 Montréal, Frédéric Laure avec vous, en compagnie de Patrice Bernier et Kevin Laramé. CF Montréal, il y a plusieurs choses et peu de choses aussi à se mettre sous la dent. On est le 6 décembre. Désolé s'il y a des annonces d'ici là, mais bon. En matinée, pour l'instant, il n'y a rien. J'ai checké mes courriels, là, je revois et ça non, rien à voir. Seule chose, Fred, il y a Fernando Alvarez qui était sélectionné par l'équipe U23 de la Colombie, mais je pense que félicitations Fernando, mais à part ça, c'est une bonne chose. Je l'ai aimé, Alvarez, cette année. On l'a pas vu souvent, même il a été envoyé en dessous du boss là, pour ses crampons par l'Osada. C'était pas très gentil pour un petit 19 ans, mais quand même. Oui, mais c'est pas une erreur que tu dois faire quand t'es footballeur. OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas... je choisis pas des crampons quotidiens. C'est pas trop... Je ne veux pas dire que tu n'as pas perdu le match à cause de ça, mais si tu es un jeune du footballeur, tu dois savoir que tu dois mettre des crampons en défense. OK, d'accord.
D'accord. Mais, On commence-tu par l'entraîneur, justement? Juste, moi, je veux dire 2-3 choses. Pat, je pense que tu as quelque chose pour nous. On va commencer par ça. Tiens, Pat, tu as quelque chose pour l'entraîneur? oui, ben, tu sais, nous, on a sorti une liste exhaustive de potentiels. Et il y a une personne sur cette liste-là, je ne le nommerai pas, là, parce que Oh, pas respecter l'information que j'ai, mais il rencontre le club cette semaine. Donc, oh. et donc, à Allez dans suivre. notre liste. Ouais, donc, il est sur notre liste. Donc, allez revoir un ancien épisode, regardez les listes, puis essayez de trouver. Puis, piste, ben ouais, disons que c'est un candidat qui fait beaucoup de sens et qui Hmm. est en MLS. Donc, Oh, OK. OK. Ouais, on l'avait dit. Et c'est sûrement pas Marc Dos Santos, parce qu'on l'avait dit qu'il n'était pas intéressé dans tout ça au oui, début, ben, nous, on avait début de bien tout dit ça. que Oh, oui, oui, c'était c'est assez clair. intéressant, mais je ne pense pas qu'il est intéressé à revenir à Ouais. Montréal. Puis il y a une finale à préparer aussi. Moi, je veux juste dire aussi au niveau du fait francophone, je veux le redire parce que je l'ai dit, je pense, avec l'émission d'Olivier Brett, mais je pense que c'est important de le faire parce que ce débat-là revient, qui est un peu stérile, à mon avis, là, revient constamment. Euh, Si on choisit un entraîneur francophone, on se bloque pas, on s'empêche pas de trouver de la qualité ailleurs. On réduit pas le nombre d'entraîneurs de qualité. Il y a assez d'entraîneurs de qualité francophones dans cet immense bassin-là qu'est le soccer international pour aller chercher un francophone qui est ici, ou du moins qui va entraîner le CF Montréal. Donc, on se bloque pas d'une partie des candidats. Au contraire, on affine notre recherche. Parce que c'est ça la difficulté en ce moment, c'est de trouver la bonne personne parmi la pléthore de prétendants qu'il y a, puis d'entraîneurs qu'il y a dans le monde en général. Pour être efficace, rapide, on va affiner ça, puis on va prendre un francophone. Ça permet donc un peu comme vous allez dans un moteur de recherche, pour affiner votre recherche, vous mettez francophone, puis c'est plus rapide. Il y a vous allez avoir autant d'entraîneurs de qualité que si vous aviez mis votre curseur sur l'ensemble de la planète. Ça, c'est un. Puis dans une ère aussi, particulièrement, où euh, il y a de moins en moins de particularisme, OK? Se démarquer, c'est de plus en plus difficile dans le sens que les stades sont tous pareils. On le voit en MLS, là, d'ailleurs, le Crew de Columbus, je pense Minnesota, Cincinnati un peu, ouais. Cincinnati, c'est tout un peu le même Nashville. stade, là. Et on essaie de trouver notre L'intérieur, ouais, c'est saveur. ça. Exactement. Ouais. Tout le monde joue un peu un style. Le style, là, ça s'aplanit. T'as plus les Brésiliens qui jouent différemment d'un autre. Tout le monde peut voir tout le monde, puis c'est rendu que tout le monde joue le même style, ou plus ou moins. C'est au point de vue de l'exécution qui fait la différence. Bref, la particularité d'une équipe, sa singularité, sa culture, ça permet de le vendre et ça permet aussi d'avoir un amour pour ce club en particulier. Je pense que ça fait partie de la personnalité du CF Montréal d'être dans un environnement francophone, particulièrement dans un bassin nord-américain où tout est américain, particulièrement en MLS, où tout le monde parle anglais. D'être justement l'équipe francophone dans tout ça, ça crée un cercle virtueux, autant au niveau des partisans qui parlent français en général, ou du moins en majorité, je vais dire ça comme ça, pour pas oublier non plus nos amis anglophones. Mais bref, un francophone, c'est pas un boulet que de choisir un entraîneur francophone. Je pense que c'est sportivement un avantage. Puis je pense que au point de vue de la business, c'est encore plus efficace aussi dans la recherche. Voilà pour l'entraîneur francophone. OK. Pas de commentaires, c'est bon? Bon, Ben, je je suis dirais que d'accord. pour moi, c'est pas obligatoire, mais c'est très important. Oui. Le choix des joueurs. Là, les options ont été levées. Finalement, il n'y a pas eu de transaction, hein? Olivier Renard disait, je vous le dis pas tout de suite parce que je veux garder aussi de la valeur. Moi, c'est très correct, hein. Si tu peux aller utilise les règlements au maximum, puis bravo pour Olivier Renard de l'avoir fait, euh, on, même si justement il n'a pas réussi à faire de transaction ou peut-être pas réussi à trouver un partenaire de danse. Des surprises. Tiens, Kev, as-tu des surprises dans les choix qu'a fait Olivier Renard, dans les options exercées, dans Ben, les options non exercées aussi? ben, je pense que le contre Kyoto, on savait qu'il ne revenait pas. Je pense que c'est assez clair. Donc, il laisse son contrat expirer. Il ne sera pas de retour. Dans les joueurs que non exercés, Patemis, Boguillard, Ahmed Hamdi, j'étais un peu surpris de Sean Ria, un peu surpris de Pantémis. Les autres, on s'en attendait un petit peu aussi, selon leur réaction. Quelquefois cette saison, Broguillard en a fait allusion aussi. Mais vraiment, dans l'espace de Sean Ria, dans l'espace de James Pantémis, un peu surpris dans ce qui pourrait s'avérer peut-être
peut-être leur dernière opportunité à MLS. C'est pas facile d'avoir une opportunité à MLS. Non. Quels seront leurs prochains chemins? C'est ça qui va être intéressant de leur côté. Brouillard, il y a l'attrait de l'Europe qui peut-être aurait une solution de son côté. Dans les joueurs sous contrat pour 2024, excusez-moi, des fois la caméra in and out, excusez-moi pour ça, je sais pas c'est quoi. Mais je Ça pense donne que je suis un un peu break. surpris Ça donne de. un break parce qu'il y a trop de beauté, des fois, c'est tough Trop, à trop de gérer. soccer, il y a trop de. Ouais, c'est ça. Wanyama, je pense que la présence de Wanyama, la présence de O4, la présence de quelques joueurs comme ça dans les joueurs sous contrat me surprennent un peu, mais c'est peut-être un peu aussi des joueurs qui pourraient ne pas l'avoir, nécessairement être là quand la saison va débuter l'année prochaine. Il y a plusieurs cartes qui sont dans le jeu de Olivier Renard et tout dépendant de ce qu'il va avoir dans son jeu de poker pourrait changer dans les Ouais. prochaines C'est des semaines. bonnes cartes, par contre, parce que va y avoir du Ben, bluff à faire. ouais, mais hey, il y a du Au monde fort, qui a c'est un gagné quoi? avec du bluff C'est un 8 de récemment. trèfle ou c'est un valet de Ben, cœur? la pire main que tu peux avoir au poker, je ne me trompe pas, c'est un 2 puis un 7. Au Oui. 4, c'est soit un 2, soit un Ouch. 7. T'as le choix. Ouch. C'est chiant, c'est chiant. Puis, hey, On va recevoir on des parle de commentaires, joueurs, évidemment. Kevin. Le Kevin, il a téléphone va enlevé les sonner. gants. Il a enlevé les Non, gants, mais Kevin. si on parle sur le terrain, objectivement, on faut y aller avec une évaluation objective. Si Ouais. on sort vraiment les statistiques, je pourrais être encore plus chier, je pense, si je mettais un tableau complet des statistiques de fois cette saison. Je pense que c'est plus encore concluant. Mais il pourrait être intéressant de voir les joueurs qui vont justement être présents au camp d'entraînement. Et c'est là ma question que je voulais vous amener. Est-ce que le choix de l'entraîneur et le choix des joueurs sont des recherches parallèles, des recherches qui sont simultanées, ou vraiment l'entraîneur doit être choisi et ensuite on peut identifier quelques joueurs qui pourraient se greffer au noyau qui Non. est clairement identifié déjà du CF Montréal? Je me pose la question. Pat, Non, tu je prends pense ça, que tu fais les deux. Tu fais les deux hein, en même temps, non? C'est ce que oui, fait c'est Olivier les deux, Renard. mais je pense que Olivier Renard nous a dit depuis qu'il est là, il choisit les joueurs. Et l'entraîneur, coach. Donc, je pense que oui, si le coach est choisi, on le met au courant des joueurs ou peut-être qu'il a des joueurs qui sentent qu'il pourrait attirer de son bord. Mais en majorité, c'est là, s'ils font des transactions, c'est pour améliorer l'effectif. Parce qu'il l'a dit, Kyoto part, ouais, mais on sait qu'on doit améliorer le côté offensif. Donc, il travaille là-dessus, peu importe que le coach est là en place. Donc, c'est pas main dans la main. Le directeur sportif fait son travail de trouver les joueurs et après ça, l'entraîneur. Mais Kev, ce que tu dis, là, moi, il y a trois choses. Ce que tu viens de dire par rapport à ça, c'est très important parce que c'est un des ratés de la saison dernière. Puis on en a amplement parlé quand on a fait les épisodes sur l'Osada. C'est que est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est Olivier Renard qui décide l'effectif? Mais en même temps, il faut que tu trouves. Autant il faut que tu trouves le bon ailier qui va rentrer dans ton système de jeu, autant que faut que tu trouves le latéral qui va t'aider dans ton système de jeu, autant il faut que tu trouves l'entraîneur qui va être capable de faire fonctionner l'équipe dans laquelle tu as bâti aussi. Puis l'Osada, puis je reviens à cette citation d'Olivier Renard lui-même en disant « Je n'ai pas trop compris au début de l'année ce qu'il a essayé de faire, c'est pas ça dont on avait parlé ». Là, il y a le fardeau de la preuve, Olivier Renard, de trouver quelqu'un justement qui est capable de prendre cet effectif-là et de dire « Hey, ça, là, c'est mon effectif, c'est pas comme le Sada a dit assez rapidement, c'est un effectif qui est pas nécessairement fait pour mon style de jeu à moi. Encore là, on n'ira jamais au bout de cette idée-là parce qu'on ne sait pas ce qui s'est dit, mais est-ce qu'on s'est mal compris? Est-ce que c'est le Sada qui a est-ce qu'on s'est mal exprimé? Est-ce que c'est le Sada qui a menti ou c'est le Sada qui a capoté au début de la saison? Ça reste à voir. L'autre affaire qui n'a pas été posée aussi à propos de cette. Tu parlais de Kyoto, tu parles des cartes qu'il a en main. On n'a pas fait état du budget qu'il a, Olivier Renard. Est-ce qu'il a un budget majoré par rapport à ce qu'il a fait? Parce que ça demeure, en termes de transfert, on parle de tout à l'heure de Cucho, on parle de Rossi aussi. Ils ont payé des transferts, Columbus. Il y en a plein d'autres équipes qui ont payé des transferts. Orlando ne dépense pas beaucoup, mais pour aller chercher Oyeda et Facundo Torres, ils en ont payé des transferts. Est-ce que Montréal est capable de faire la même chose cette année? Ça, c'est une autre affaire. Puis le troisième point, moi, dans ce que tu as dit, Kev, c'est Sean Rea aussi. Je veux juste en parler de Sean Rea parce que c'est intéressant dans la place publique, j'ai l'impression, j'ai vu sur Twitter, il y a des gens qui, c'est peut-être le point qui revient, il y a des journalistes beaucoup aussi qui font état de Sean Rea. Là, avant de commencer, je veux dire, c'est un joueur québécois, c'est un joueur qui a du talent, puis c'est un joueur qui peut jouer, à mon avis, en MLS. Assurément, il a le talent pour être dans cette ligue-là. Mais est-ce que on n'a pas un peu exagéré par rapport au fait que on a raté un talent, il va venir nous planter dans quelques années. Écoute,
en tout respect, Sean Rea, est-ce qu'il nous a vraiment prouvé que c'est un extraordinaire joueur, qu'on a atteint un talent? Je me vois dans les bottes de l'Osada, il a fait jouer plein de joueurs de l'Académie. Il y avait 6 Québécois sur le terrain à un certain moment. Il a quand même donné l'occasion à Sean Rea au début de l'année. Est-ce qu'il l'a saisi ou pas? Là, on peut en discuter. Écoute, Miami aussi, son affaire à Miami, ce qu'il a fait, c'était un peu inexcusable. Il a été sorti pendant le match, puis je pense que Losada avait raison de le sortir dans ses circonstances, puis dans son statut de joueur. Il ne peut pas se permettre de donner une moitié d'effort aussi cette saison, Sean Rea, à ce moment-là. Et ça me pose des questions sur le reste de son attitude sur l'année aussi, Sean Rea. Est-ce qu'il a été irréprochable de ce côté-là? C'est la question que je pose. Et je me dis, est-ce qu'on a vraiment fait de la place aussi à Sean Rea en début d'année? Parce que Losada, là, il a fait jouer Saliba parce qu'il est bon, parce qu'il avait un peu pas le choix. Il a fait jouer Sirois et ou Pantémis parce qu'il avait un peu pas le choix, parce que justement, le système a été bâti de même. Mais avant Sean Rea, il y avait Matko Miljevic, il y avait Hamdi, puis il y avait Duke aussi. C'était difficile, justement, de tasser ces trois gars-là dans lesquels Renard a investi beaucoup, puis décider de mettre Sean Rea. Parce qu'il y a peut-être un argument, et Pat, je vais peut-être t'entendre là-dessus. En fin d'année, on aurait peut-être pu avoir un argument à savoir, en fait, jouer Duke ou on met Sean Rea à sa place? Est-ce qu'il serait vraiment moins bon que Bryce Duke? Comment Duke a fini l'année? Mais en même temps, tu as tellement investi dans Duke, tu as tellement échangé beaucoup d'argent pour lui que quand tu es Losada, est-ce que tu te désignes pour Sean Rea? C'est justement ça. C'est que là, pour Sean, malheureusement, il a eu le début de saison. Parce que lui et Nathan Salibon ont eu des débuts de saison poussifs. On ne va pas se cacher. Tout le monde est en train de dire on fait jouer les jeunes trop tôt. C'est pas le temps de les faire jouer. On a vu que Saliba, ça a profité. Il a fait ses erreurs. Il a eu une autre opportunité plus tard dans la saison pour nous prouver qu'il a le talent pour jouer là. Sean Rea, tu l'as bien stipulé, Fred, c'est que lui, le temps qu'il revenait, d'autres mondes sont à sa place, puis que ce ont été des investissements du club. Et donc, dans une matière de quand tu es l'entraîneur, à moins que l'autre, le jeune, Sean Rea, épate la galerie, puis tu dis, j'ai pas le choix de le mettre par-dessus les autres parce que pour moi, il va me faire gagner. Si ce n'est pas le cas, je vais aller avec Bryce Duke parce qu'on a fait un échange pour lui. Matko Miljevic, on a fait un investissement sur lui 2 ans, puis au départ de la pré-saison, il avait démontré des signes qu'il progressait. Malheureusement, sa blessure l'a fait recaler. Donc, Sean Rea tombait où? Puis après ça, on est allé chercher au Opoku. Fait que toi, tu tombes dans une hiérarchie que tu es très bas, puis quand le coach doit faire la liste des 20, souvent, c'est toi qui sacrifies parce que tu es comme le troisième à ton poste. Là, pour moi, je pense que pour Sean Rea, ça va être la meilleure chose pour arriver. Je ne vais pas dire qu'il va épater la galerie, mais je pense que c'est bien de sortir du cocon de Montréal. Faire un Max Crépeau. Ouais, de ne pas avoir cette pression, pas se mettre cette pression, de dire hey, je veux performer chez moi, on ne me donne pas ma chance, il y a une injustice. Parce que quand tu es un joueur de l'académie, il faut que tu comprennes. Quand tu arrives chez les pros, ça, c'est un plus que tu viens de l'académie. Mais tu es un joueur comme les autres. À moins que la philosophie du club, c'est d'avancer ces joueurs-là avant d'autres. Mais si tu es un joueur comme les autres, il faut que tu prouves ta place. Et donc, comme tu l'as dit, Losada est un peu écoute, là, on a fait Bryce Duke, j'ai Opoku, j'ai Hamdi, qu'on a oublié aussi, qui était dans cette position-là, était en concurrence avec eux autres. Puis même, il faisait jouer des fois Ibrahim parce qu'il jouait à 2 attaquants, un milieu offensif, 2 milieux offensifs, un attaquant. Donc, il a comme été sacrifié, si on peut dire. Puis, le facteur de ce moment-là d'attitude, si on peut dire, a peut-être encore plus valorisé l'entraîneur, de dire, attends, toi, tu n'es même pas quelqu'un sur qui je compte pour me faire gagner les matchs, puis là, tu me fais ça, puis là, tu tombes dans le doghouse. Là, moi, je ne vais pas dire que Sean Rea avait une mauvaise attitude, c'est juste dire ce moment-là a peut-être juste facilité de dire, voilà, on va l'écarter un peu. Et donc, c'est mieux pour Sean Rea. Moi, le joueur que je trouve que le monde n'en parle pas parce qu'ils ne le connaissent pas, que je trouve que lui, il n'a pas vraiment eu une vraie chance, c'est Jean-Niel Assis. Parce que tous les autres joueurs, ils ont joué des matchs MLS. Jean-Niel Assis, est-ce que vous l'avez vu jouer en MLS? Non, il a été 2 ans après. Donc, lui, là, n'oubliez pas, c'est le joueur qui doit prouver qu'il a sa place. Mais je veux dire, lui, il n'a pas prouvé, il n'a pas pu dire je peux jouer en MLS. Les autres qui ont été envoyés en prêt ont eu des chances. Lui, non. Donc, ça, vous ne le connaissez pas. Donc, à la fin, vous n'allez pas le voir. Donc, moi, je trouve que là, lui, il est copé, mais sans vraiment avoir eu la chance de prouver qu'il méritait d'être là. Sean, il a joué, on peut dire, oui, il a le mérite, il a du talent qu'on pense qu'il peut jouer en MLS. Peut-être pas ici,
mais il va finir par prouver. Il nous a démontré un échantillon. Donc, ça, c'est le joueur. Après ça, les C'est là autres, la différence, Pat, puis là, puis Olivier Renard, s'il écoute ça, il va dire vous êtes fatigants, les gars, mais avoir une équipe MLS Next Pro, la meilleure pratique, le coup de Columbus le fait bien aussi. Il y a des joueurs qui, Zawadzki, il y a des joueurs qui Choté, il y a des émergent. joueurs qui, Russell Rowe, c'est 3 joueurs qui ont participé à l'effort de guerre cette année pour le coup de Columbus. D'avoir un MLS Next Pro comparé à la CPL, puis la question aussi maintenant, est-ce que ces prêts-là en CPL fonctionnent vraiment? Qui on envoie en CPL? Est-ce Mais que c'est facile de l'utilité, s'adapter à une l'utilité est ligue? là. Moi, je pense que l'utilité, le Non, facteur que tu utilises, faire jouer. c'est parfait, ça joue parce que tu veux donner des minutes à ces jeunes-là, que tu sais qu'ils ne gagneront peut-être pas. Tu sais, Jean-Yann Lassie, cette année, a joué 1000 quelques minutes en étant à l'Atlético Ottawa. Soyons honnêtes, s'il était à Montréal, il aurait peut-être joué une centaine. Regarde Rida Zouir, qui est un top talent, qu'on n'a pas trouvé la chance à percer des minutes. Il est allé jouer à San Antonio, puis a démontré, a mûri, a grandi. Fait que CPL. Sauf que c'est vrai que quand tu as ton équipe dans ta cour, ben des fois, tu as la corrélation de maintenir le style de jeu pour que voir si tes joueurs qui travaillent en MLS Next Pro rentrent dans un moule qui est similaire à ce qu'il y a en MLS. Puis quand ils arrivent en MLS, peut-être que le saut, il est pas, je dis, moins grand, mais c'est moins drastique parce que tu as travaillé dans une façon qui est assez similaire. Et Tu le vois à l'entraînement aussi constamment. Tu peux le oui, faire tu le vois monter. à Hein? temps, mais c'est plus proche. Mais là, l'utilité dans mon CPL, pour moi, je suis d'accord. Parce qu'on n'oubliait pas, on parlait de Maxime Crépeau. Si on ne l'avait pas prêté à Ottawa, je ne sais pas si Maxime Crépeau a les mêmes performances à Vancouver. Ça y Non. prend Non. cette saison à Ottawa. Sauf que nous, on ne l'a pas conservé ici pour X raisons. Est-ce que c'est trop chien? Je dis que ça fonctionne pour le gardien de but, puis peut-être les joueurs de champ, c'est des prêts comme ça, c'est Non, plus. Non? parce qu'on a eu des réponses sur Sean Rea. Il y C'est a eu roi. deux saisons. Sa première était correcte. Deuxième, jeune joueur de l'année en U21 et candidat à joueur de la saison en CPL. Ça veut dire, hey, il a progressé. Il nous donne les signes qu'il est prêt à être là. Donc, ces prêts-là, la CPL et autres, ils sont utiles parce qu'à la fin, si tu n'as pas de place chez vous en MLS Expo, ben, peut-être tu peux l'envoyer ailleurs. Puis moi, je ne le cacherai pas. Quand tu es à Montréal, des fois aussi, et moi, j'appelle ça le syndrome de Montréal. C'est que tu es dans le cocon, tu es un joueur de l'Impact de Montréal au CF Montréal. Tu te places sur un piédestal plus élevé que le statut que tu as dans ton équipe. Puis quand tu vas ailleurs, ben, tu es juste un autre joueur qui doit prouver de gagner sa place. C'est ce que Sean Rea a fait, Jonathan Sirois et les autres sont partis, peu importe qu'ils n'ont pas performé à Montréal. Donc, mais je suis d'accord qu'avoir une équipe MLS Next Pro, ça aiderait comme on dit, de bridge le cap. Puis ça, c'est pas enlever l'équipe PLSQ parce qu'elle a son utilité. Mais entre les deux, la MLS Next Pro, c'est quand même un autre championnat pro. C'est pas un championnat semi-pro, c'est un autre championnat pro que tu affrontes d'autres équipes. On peut dire ce qu'on veut de cette ligue-là, mais il y a des équipes qui l'ont tous réalisé. Ah, wow, maintenant, le joueur de 20, 21, 22 ans, il est un peu plus mature, lui, il est peut-être prêt à faire le saut chez les pros après avoir commencé à 18, 19 ans. Donc, je trouve que là, l'utilité de la MLS Next Pro, ce serait bien, mais voilà. Puis là, n'oublions pas, je pense que Montréal devient la seule équipe qui n'en a pas parce que DC United a embarqué maintenant. A décidé d'embarquer, hein. Là, c'est vrai, c'est officiel que Montréal est la seule équipe, pas de MLS Next Pro. Encore là, c'est ça. Puis, si je peux ajouter une chose, la MLS Next Pro, ce qui est intéressant de ce qui se passe, c'est que, je vais prendre le cas de Nashville, c'est qu'il y en a qui ont compris, on ne va pas mettre notre équipe MLS Next Pro dans notre ville. On va l'annexer à la ville d'à côté pour qu'elle ait son propre marché. Et donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'ils ont réalisé, je pense qu'ils l'ont mis dans Huntsville. Il dit, ouais, ben elle va pouvoir jouer dans un stade, dans une ville qui va avoir s'approprier cette équipe-là, même si c'est l'équipe de Nashville, si on peut dire, qui est réserve. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de ce que d'autres équipes sont en train de travailler à d'avoir leur équipe réserve, pas directement chez eux, mais peut-être d'une ville avoisinante et de créer un marché pour cette équipe-là pour qu'elle ait là une foule de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui sont des réalités que les jeunes joueurs ont besoin de vivre avant de venir jouer dans les stades de 20 à 40 000 places. Pour finir sur Sean Rea, j'ai aimé le commentaire d'Olivier Renard. Hein. J'ai souvent parlé de sa communication, mais il s'est excusé pour. Puis j'ai pas parlé. Vous savez que l'agent de Sean Rea, pour, comme on dit en anglais, full disclosure, c'est Nicolas Amartino, notre ancien collègue et ami aussi. Je lui ai pas parlé. Je vais pas parler même à Nicolas depuis, je pense, la conférence de presse. Il y avait un peu callé out Sean Rea, Olivier Renard, puis ça en est excusé aussi dans le dernier point de presse. J'ai trouvé ça élégant de sa part.
d'Olivier Renard. Puis ça, je voulais te mentionner. Je trouvais que c'est une très belle communication. Dans sa dernière conférence, Olivier Renard, ça m'a rappelé pourquoi c'était l'homme fort de cette équipe-là. L'autre chose, peut-être finir là-dessus aussi, mais c'est un sujet qu'on aurait pu aborder. Moi, j'ai hâte de voir, c'est qui les prochains de l'Académie aussi. Puis quel choix ils vont faire. Il y a un gars qui s'appelle Alessandro Biello, hein, qui est top. Moi, j'ai pas vu jouer je connais pas en profondeur nécessairement l'Académie du CF Montréal, mais de ce que j'ai vu jouer, puis avec le Canada aussi, en ce moment, le meilleur joueur, à mon avis, je me trompe peut-être, puis Pat, tu sauras me corriger, mais c'est Biello. Biello, son père connaît la maison. Biello connaît le potentiel de son fils. C'est un gars aussi qui a 17 ans est-ce qu'il veut aller en CPL, Biello? Est-ce qu'il veut aussi cirer le banc à Montréal pendant quelques années? Ce qui est possible. J'ai hâte de voir ce que le CF Montréal va faire avec Biello et inversement, ce que la famille Biello, ce qu'Alessandro lui-même va choisir de faire pour sa carrière, les choix qu'il va faire. J'ai hâte de voir. C'est une étape, à mon avis, qui était très intéressante. Moi, observateur extérieur, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Biello. Oui, bien, tu sais, si vous voulez avoir un œil, les gens, sur qui potentiellement pourrait signer, bien, les 3 joueurs qu'ils ont envoyés en Bologne, ça vous donne un peu un œil à écrire. Regardez, ils ont envoyé Gaël Montigny, qui est allé à l'équipe Coupe du Monde moins 17 ans, l'équipe nationale, Alessandro Biello, et si je me rappelle bien, c'est Emeric, j'ai oublié son nom. Emeric Forting. On les envoie en Bologne. Ouais. Clairement, en voulant dire, on veut qu'il aille prendre quelque chose là-bas parce que potentiellement en janvier, ils vont peut-être, là je dis peut-être, c'est pas officiel, mais moi je lis entre les lignes, c'est que ce sont sûrement des joueurs qui peut-être seront au camp en janvier et qui sont intéressants à... Non, mais ils vont être au camp en janvier, non? Mais moi, j'ai pas d'infos, mais Renard a dit qu'il allait en avoir au camp. En même temps, tu peux, le camp, inviter des joueurs, 2 choses. Aller à Bologne, il y en a plusieurs qui sont allés depuis plusieurs années, puis ça n'a jamais fait grand-chose. C'est un beau voyage quand même. Mais... Ceux qui allaient avant, souvent, ils étaient quasiment déjà dans l'équipe MLS. C'est ça. Maxime Kripo, c'est pendant l'off-season, on les envoyait là-bas. James Pentemis. Là, on envoie quelqu'un qui n'a pas signé pro, qui s'en va là-bas. Puis oui, je dis pas que c'est ça qui fait qu'ils vont signer pro, mais je veux dire, c'est un signe pourquoi on envoie ces 3 joueurs-là? Mais parce qu'on croit dans leur fort potentiel. Là, le côté que moi, je vais être un peu dur sur le Soccer Canada, okay, ou le soccer en Amérique du Nord, mais plus sur le Soccer Canada. J'ai vu la Coupe du Monde du 17. Okay? On a marqué un but, on en a encaissé 10. Et quand je regarde les feuilles de match, je regarde que l'équipe nationale canadienne, ces joueurs-là sont dans un club professionnel, sont dans une structure professionnelle, mais ne sont pas chez les pros. À Sambrello, cette année, il est allé s'entraîner, mais il n'est pas chez les pros à temps plein. Tu vois l'Espagne, la Mali qui a fini 3e à la Coupe du Monde, ces joueurs-là sont déjà dans des équipes professionnelles. Quand je dis professionnel, c'est que la majorité des joueurs sont dans l'équipe réserve, ça veut dire l'équipe professionnelle réserve, ou ils ont déjà joué des minutes en Espagne dans la Liga. Donc, c'est pour dire la comparatif entre un joueur qui est aux portes de jouer dans la Ligue professionnelle et l'autre qui est dans le club professionnel, mais qui n'est pas encore aux portes de devenir professionnel. C'est l'écart qu'on n'est pas encore là au Canada pour qu'un jeune comme Alessandro Biello, bien, déjà là, à 17 ans, pourquoi ne pas être déjà chez les pros, s'entraîner tout le temps et progresser? Pour que dans 2 ans, il nous épate à venir en MLS et jouer. Et pourquoi on ne sait pas, peut-être être prêté pour qu'il ait des minutes de jeu ou prendre une année d'expérience de c'est quoi le monde professionnel. Ça, c'est le côté critique parce que je trouve que beaucoup des jeunes U17 sont dans les mondes pros, mais ne sont pas chez les pros. Et pas tous, mais on n'en a pas. Et en Espagne, j'ai vu, il y a un jeune, il a joué pour Barcelone 2 semaines avant, que ce soit quelques 2 minutes, ça veut dire lui, il est avec les pros constamment, tandis que les autres sont dans leur groupe moins de 17 ans ou même pas dans leur groupe de pros dans leur club respectif. Est-ce que, moi, ça me fait penser, puis c'est dommage pour eux, mais des gars comme Kwizera qui est resté 2 ans, des gars comme Jabang, l'option a été exercée. Il est peut-être intéressant, Jabang, mais ça va faire comme Kwizera. Je suis pas fin, là, mais dans une... Ben lui, c'est différent. À défense, non? Il y a de la place. Il a joué des minutes. Kwizera, t'embarques pas un petit Godin ou peut-être un autre? Peut-être. À eux de gagner leur place parce que je crois qu'ils... Tu ne veux pas leur donner gratis non plus. Ouais, ils peuvent aller gagner la 5e place. Jabang, ils l'ont vu, il a été intéressant. Et là, on le continue parce qu'il y a une option. Puis je pense qu'il a de quoi qu'on sent qu'il y a un intérêt. Là, après ça, est-ce qu'il va avoir 2024 la possibilité de démontrer qu'il est un partant ou du moins qu'il titille les partants? Mais Kwizera, il a eu nombre d'opportunités. Après ça,
Est-ce qu'on lui a donné le fair shot de jouer à l'aile gauche? Il est devenu un piston gauche. Là, on a compris. Puis à gauche, on n'a toujours pas trouvé un latéral gauche ou un gars à gauche. Non. Puis j'ai shooté une liste d'un nom, Christian Gutiérrez, puis j'en ai shooté un autre qui est Brian Couffré, qui était à New York City FC, qui est libre présentement. Moi, j'en ai un autre, c'est Adam Lundqvist aussi, qui était pourri voilà. à Austin, mais qui était top pourri à Austin, mais qui était top à Houston. Voilà. Ouais. Donc, tu sais, fait que là, à gauche, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher vraiment un gauche à gauche? Oui, on a signé à la C2, mais c'est pas son vrai poste, à moins que lui, il veut rejouer une autre année complète et devenir un piston gauche pour le reste de sa carrière. Bon. OK. Je pense que ça fait le tour. De toute façon, on a pris beaucoup de temps dans tout ça. C'est la fin de Rose Montréal pour 2023. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs. On vous en remercie, mais on le refait encore. Merci, Patrice Bernier. Merci pour cette saison. C'était super agréable, comme d'habitude. Puis je tenais à dire, puis je pense que les gens le savent ou le sentent ou le ressentent, mais on savait que tu étais un bon analyste, tu étais une extraordinaire tête de foot depuis que je te connais. Mais cette année, en tant que commentateur, tu as pris un autre step d'efficacité. Franchement, là, il y a. Dans le Power Ranking nord-américain, t'es top. T'es top. Je t'envoie le chèque après le show. Français, anglais, espagnol. Dans le top. T'es dans mon top 10, c'est sûr. Voilà. Merci, Fred. Ça a été une belle saison, une belle année. Mais je pense une belle année à continuité Lons Montréal avec vous autres, surtout ça. Là. Même si on n'est plus au même réseau d'auparavant, on arrive à pouvoir continuer à échanger, puis échanger ce qu'on pense et ce qu'on voit, et nos opinions, nos analyses du monde soccer. On a Vincent qu'on n'avait pas là, qu'on aimerait savoir, mais là, on a découvert Kevin Daddy Love. Vincent Daddy Love, oui, Daddy Love. Je suis rendu à toi, Kevin. Merci beaucoup. Cette année, on a travaillé encore plus proche. En fait, on était encore plus proche. T'es un extraordinaire partenaire de voyage. C'était un bonheur 2023. C'était une grosse rencontre dans l'intimité. Je vais laisser ça de même. Ouais, ça va. L'intimité, c'est un grand bonheur, justement, de travailler de plus près avec toi, Kevin, au propre comme au figuré. Fait que voilà, à vous deux, je vous souhaite un bon temps des fêtes. De toute façon, on va se voir d'ici là, j'espère. Sinon, si on se voit pas, on va se voir en début 2024. Voilà, c'est tout pour nous. Je sais pas, j'aurais pu finir ça en feu d'artifice, mais... Ouais, joyeux temps des fêtes à tout le monde. Tous ceux qui ont été fidèles à l'écoute c'est pour le reste de cette année. Et voilà, on verra comment ce 2024 va être. Ça va être très excitant. On attend l'annonce du coach et des futurs joueurs. RDS le 9 décembre aussi pour la finale en français. En français. 3h30, vous commencez ou... il devrait y avoir, je pense, une bonne demi-heure ou une heure d'avant-match pour mettre un peu la table. Écoutez, on n'a pas les détails, mais allez voir pour l'avant-match, mais la finale est à 16h aussi, avec toute l'équipe là-bas qu'on salue. OK, c'est tout pour nous. Merci. Passez une bon temps des fêtes, puis on se revoit très bientôt. Salut.